Bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, c'est l'heure de Majuscule Propos. Ce soir, nous allons rester et surtout parler du football, nous allons parler de la passion du football, nous allons parler du football à l'âge de fleurs, mais également du football après la carrière, pour ceux-là en tout cas qui en ont fait une carrière, que deviennent les footballeurs après leur carrière, mais surtout, quelle est la contribution du footballeur après sa retraite, que deviennent les footballeurs. Aujourd'hui, nous parlons d'une Afrique qui progresse, d'une Afrique qui se veut moderne. Que joue le rôle? Quel est le rôle que jouent les footballeurs, les anciennes gloires du football? Quelle est leur contribution, leur pierre à l'édifice quand on parle du développement, notamment du développement du continent africain, mais également du développement du monde en général. Voilà pourquoi le Rwanda a été choisi pour accueillir la Coupe du Monde. Là, je ne parle pas du Qatar, s'il vous plaît. C'est la Coupe du Monde, en tout cas, qui arrive en 2024, pas en 2022, parce que 2022, c'est Qatar. 2024, c'est Rwanda. Mais on va parler de quelle Coupe du Monde. Voilà pourquoi je vous invite de rester avec nous dans cette émission pour comprendre de quelle Coupe du Monde nous parlons. Avec nous, sur ce plateau, nous sommes avec une légende du football. Mais avant de présenter cette légende du football, je m'en vais d'abord présenter le président de la Fédération internationale de football de vétérans, qui est M. Fred Siwe. Monsieur le Président, bienvenue à Majuscule Propos. Merci Eddy, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, nous sommes également sur ce plateau avec quelqu'un d'autre qui vient de cette fédération. Il s'agit de Hervé Cuomo. Il est également chargé de la communication au sein de cette fédération. Bienvenue, monsieur Hervé. Merci Eddy. Voilà. C'est un plaisir d'être là. Je répète, hein, ça fait la répétition est la mère de savoir. Je ne sais plus exactement la formule, mais voilà. Je répète. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, et on parle du côté de l'administration, du côté de papier. Maintenant qu'on parle du football, quand on parle de la légende, avec nous également sur ce plateau, nous sommes honorés d'être avec Patrick Mboma, un nom qui n'est plus à présenter quand on parle de Patrick Mboma. C'est toute une carrière. On parle de Parme, on parle du PSG, on parle surtout et encore des Lions indomptables. On parle d'un champion d'Afrique qui est avec nous sur ce plateau. Mais aujourd'hui, également, on parle d'un homme des médias. Aujourd'hui, il est consultant dans des chaînes de télévision. Bienvenue, Patrick. Bonsoir, Voilà. Merci. Alors, on vous accueille en tant que on vous accueille en tant que légende du football ou en tant que collègue? On peut dire pour cette émission en tant que légende du football, mais voilà. Je dirais déjà en tant qu'ambassadeur de la Fédération internationale de football vétéran. Voilà, aujourd'hui et surtout, c'est pour cette raison, vous le dites bien. D'abord, peut-être, Pat, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau après presque une décennie, après avoir, disons, dit au revoir au ballon, du moins de manière professionnelle? Ça fait presque 17 ans que j'ai quitté les terrains. Je ne vais pas dire qu'il ne me manque pas, mais pas tant que ça. J'ai la chance d'être au contact du ballon, du jeu, des joueurs, les matchs. Et je me sens bien, je me sens naturellement bien. Je suis un homme heureux, épanoui. Et déjà très heureux de venir, ou revenir plus précisément à Kigali et rencontrer une belle population. Voilà. Voilà, surtout le public rwandais qui ne doit pas oublier le souvenir des Lions indomptables, les Lions indomptables qui nous avaient privés de la participation à la Coupe d'Afrique. Voilà, 3 buts, notamment le coup franc qui nous avait fait très mal de Jérémy Njitap. Voilà, Monsieur le Président, peut-être on va revenir sur ça. Il y a d'abord une raison de votre présence au Rwanda. C'est vrai c'est pour la Fédération internationale de football de vétérans, mais c'est également pour le Rwanda. Une coupe du monde pas comme
les autres. Déjà, si vous pouvez nous dire la raison de votre présence ici à Kigali. Oui, merci Eddy de me passer la parole. En effet, nous sommes là parce que nous avons signé aujourd'hui IMOYO avec la Fédération rwandaise de football. La Fédération internationale de football vétéran a décidé d'organiser un championnat du monde vétéran et va devenir désormais une de nos activités principales parce que la FIF, qui depuis plusieurs années est dans des dynamiques en organisation de championnats, de tournois vétérans, a pensé que le moment était venu de donner une possibilité aux anciens sportifs, aux anciens passionnés de football, de démontrer aux yeux du monde que la passion ne meurt jamais. Et le Rwanda, naturellement, pour nous, c'était une évidence de par le leadership que le Rwanda aujourd'hui démontre aux yeux du monde, que c'était le pays par lequel il fallait commencer. Donc, tout de suite, on a eu la chance d'avoir des très bons contacts avec des responsables de ce pays sur le plan international, notamment l'ambassadeur du Rwanda en Allemagne, qui n'a pas hésité pour mettre tout en œuvre pour que nous soyons dans de très bonnes conditions quand nous viendrons dans ce pays. Et nous sommes venus ici, nous avons eu des séances de travail avec la fédération, avec le ministère du Sport, avec des autorités, des chefs d'entreprise rwandais qui très rapidement ont accueilli l'idée et qui ont dit non, il fallait bien que le Rwanda contribue à sa manière. Et le Rwanda a cette particularité aujourd'hui que tout ce qui est innovant, tout ce qui fait rêver le continent africain, le Rwanda accompagne d'une manière pour que cette Afrique pérenne puisse désormais être aussi le leader. Donc, nous sommes contents d'être là. Nous sommes là pour parler du football, mais du football vétéran. Et il faut préciser que ce sera un championnat du monde, pas une Coupe du Monde, parce que ça, c'est le thème Coupe du Monde est réservé à la FIFA. D'accord. Donc, ce sera le premier championnat du monde vétéran à Kigali en été, notamment en juillet 2024. Et maintenant, c'est quoi déjà l'image qu'on doit se faire aujourd'hui de ces championnats du monde? À quoi ça va ressembler? Qui vont participer? On parle des anciennes gloires du football, mais le football n'est pas fait que de joueurs. Naturellement, ça il faut le dire, c'est pas la FIFA a cette particularité effectivement parce que nous valorisons les vétérans, des passionnés de football. C'est pour ça que notre leitmotiv c'est Football Our Passion. Cette passion n'est pas que seulement pour des anciens footballeurs. Vous savez, nous avons connu des présidents de clubs qui sont passionnés, qui n'ont pas été footballeurs, mais qui sont passionnés de football. C'est pour ça qu'ils mettent de leur argent dans le football. Nous avons des médecins, des ingénieurs, des professeurs d'université, tous qui sont passionnés de football. Et nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on crée une plateforme pour réunir toutes ces compétences pour apporter une nouvelle touche au football et pour démontrer que pour ceux qui l'ont pratiqué ou qui ont été passionnés, il y a une vie après. Mais la passion reste et la passion peut nous guider à contribuer à créer de la plus-value pour le développement de certains pays, des pays notamment africains qui sont des pays où le football, nous savons bien l'impact qu'a ce sport sur le continent. Donc c'est pour ça que cette compétition, vous ne trouverez pas que seulement des anciennes gloires, il y aura naturellement des anciennes gloires parce que c'est elles qui sont porteuses. Qu'on a vu à la télé, Patrick Mboma, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, j'en citerai plein, Diouf, des Européens, Michael Ballack et autres, Zinedine Zidane. On les a vus à la télé, mais il n'y a pas que eux qui ont porté le football. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont contribué pour que le football soit une passion, pour que le football soit aimé. Donc tout ceci, nous les réunissons et nous avons décidé donc de créer la plateforme qui va permettre à ceux-ci, malgré leurs âges avancés, de venir démontrer aux yeux du monde que le football nous a permis de faire tout ce que nous avons fait à la communauté et à nos différents pays. Pat, peut-être pour revenir à vous, c'est vrai, vous êtes ambassadeur de cette fédération aujourd'hui. Est-ce que les responsabilités que vous portez aujourd'hui en tant qu'ambassadeur, c'est vrai,
Le terme ambassadeur, oui, mais au jour le jour, vous vous dites que vous avez la tâche de porter haut la voix des anciennes gloires du football ou le rôle que vous jouez pour le football aujourd'hui après votre sortie de terrain. Je pense tout d'abord qu'il ne faut pas être restrictif et voir que c'est les vétérans comme des anciens footballeurs et se dire que ce sont ces anciens footballeurs qui vont animer et alimenter globalement ce football-là. Ils peuvent bien entendu en faire partie et en être bien entendu les bienvenus. Il en faudra, ne serait-ce que pour porter un peu plus le rêve, l'image. Mais l'idée, c'est que toute personne normalement constituée et amoureuse de ce sport puisse s'adonner à un certain niveau, à un certain âge à cela. Le discours est déjà là. La méthodologie, on la travaillera au fur et à mesure et en fonction des progrès que nous ferons, notamment dans divers pays. Mais surtout, je pense que c'est de se dire qu'au-delà du fait de jouer de façon ludique, il y a un vrai rêve qui peut être donné à tout le monde, de faire partie d'une grande compétition, de faire partie d'une belle structuration du football à un autre étage. Lorsque vous parlez de structuration, nous connaissons, ce n'est pas toujours les relations entre les anciennes gloires du football, notamment les anciennes gloires africaines qui ont joué au plus haut niveau, leurs relations n'ont pas toujours été bon enfant entre elles et les fédérations africaines de football, notamment au niveau de leur pays. Pat, vous vous dites que c'est également une plateforme, cette plateforme aussi peut aider à apaiser les esprits ou à créer ce dialogue qui parfois on sent que c'est difficile quand vous êtes encore actif. C'est pas toujours aisé d'avoir une conversation avec les dirigeants au niveau de fédérations. C'est quoi un footballeur en activité? C'est un joueur jeune, souvent dans la force de l'âge et surtout doté d'un très gros ego. Donc ça peut effectivement donner des réactions parfois inattendues, parfois un peu trop, je dirais, déplacées, et des relations qui peuvent amener à des situations critiques. Toutefois, le dirigeant de club, le dirigeant de fédération, le dirigeant politique qui va s'occuper de sport sera quand même quelqu'un qui, dans l'absolu, voudra que le sport progresse au mieux. Et avec un peu plus de maturité, un peu plus d'âge, on se retrouve à avoir ces joueurs avec leur fougue et leur ego, avec un peu plus de calme. Et ce retour au calme peut effectivement permettre à avoir le bon dialogue dont vous parlez. On parle des fédérations. Souvent, peut-être pour revenir à vous, M. Hervé, les événements souvent en Afrique, ça échoue parfois à cause du manque de communication, où on connaît mal nos compétitions, où elles ne sont pas portées en tout cas vers l'avant. Là, je peux prendre des exemples typiques. Par exemple, peu de gens savent comment et quand une demi-finale de la Champions League africaine va se jouer. On en discute peu. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie ou quelles sont vos stratégies pour qu'un tel événement qui se passe en Afrique, au Rwanda, puisse déjà 2 ans auparavant être porté partout? Disons qu'effectivement, la première chose importante, c'est justement le 2 ans auparavant. Ça signifie que là, on a 2 ans pour travailler, 2 années pour travailler avec les médias rwandais, des médias internationaux. Et puis, au-delà de tout, je pense qu'en communication, on oublie souvent que le plus important, c'est le produit lui-même. Quand on parle de la Ligue des Champions, le problème de la Ligue des Champions africaine, c'est qu'elle est en compétition avec une autre Ligue des Champions européenne, des championnats européens qui sont diffusés toute l'année, et sur lesquels la Ligue des champions africaine manque souvent de marqueurs identitaires. C'est ça. L'avantage déjà, aujourd'hui, c'est qu'on arrive avec des marques fortes.
Patrick Mboma est une marque forte. Samuel Eto'o est une marque forte. Les anciens restent des marques fortes, même si elles ne sont plus dans l'actualité. Donc, quelque part, c'est même plus facile, entre guillemets, de communiquer. Et comme l'a dit Patrick un petit peu, ils ont, avec moins de difficultés dans l'ego trip, donc à faire des projets beaucoup plus cohérents que si on était justement sur une compétition qu'il fallait remonter et dans laquelle il fallait tout penser, tout designer. Et c'est un petit peu la difficulté qu'ont les compétitions aujourd'hui. Je ne saurais pas dire qu'elles échouent, mais elles ont du mal à exister parce qu'il y a une concurrence plus féroce avec effectivement aujourd'hui le développement des smartphones, de la télévision par satellite qui fait que finalement le gamin qui est à Kigali, qui est à Luanda, qui est à Yaoundé, il grandit en voyant jouer Arsenal, Barcelone et pas simplement son équipe de voisinage. Et aujourd'hui, avons-nous souvent nos compétitions ou les compétitions qui se passent sur le continent africain, ça souffre également des gens qui touchent à la poche, des réels investissements, parce que si on parle également de la communication, de tout ce qui se fait autour de ces compétitions qui se passent ailleurs, notamment en Europe, c'est parce qu'il y a des gens qui mettent la main à la poche. Oui, disons qu'il y a un marché. Il ne faut pas oublier ça. Il y a un marché. Et puis, comme je le disais, inconsciemment, vous financez le sport européen, puisque en achetant des abonnements Canal+, les décodeurs, tout ça, vous financez. Donc, ça signifie qu'indirectement, nous finançons le sport européen. Mais nous sommes également contents parce que quand nous avons des joueurs africains qui brillent dans ces championnats, nous avons quand même un retour sur investissement qui fait qu'on est content de les avoir. Donc, quelque part, c'est un cercle qui est un petit peu vicieux, mais qu'on peut rendre vertueux parce qu'effectivement, à travers des compétitions comme celles qu'on envisage d'organiser, et puis tout le staff qu'on va mettre autour, des conférences, des éléments de réflexion, des choses sur la longue durée, on pourra trouver, bon an, mal an, des solutions qui permettront au foot africain de se réinventer. Parce qu'on ne peut pas faire du foot africain comme dans les années 80, ce n'est plus possible. Mais on ne peut pas faire la course au football européen parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Le PIB de tous les pays d'Afrique n'atteint pas celui... Tous les pays d'Afrique mélangés n'atteignent pas celui de la France. Monsieur le Président, il y a le côté sportif, c'est vrai. Mais parmi les valeurs que vous portez en tant que fédération, c'est également que les anciennes gloires ou les vétérans du foot, que ce soit joueurs ou autres acteurs en tout cas, si pas entraîneurs ou des arbitres, c'est que ces gens aussi jouent leur rôle ou apportent leur pierre à l'édifice dans le développement socio et économique. Comment est-ce que vous faites? Parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir... La plupart des joueurs n'ont pas été ou ne sont pas forcément préparés à déjà être des hommes d'affaires après. Parfois, ils ont de l'argent, plein le compte. Peut-être Patrick va nous en dire un peu plus. Mais souvent, parfois, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire de leur argent parce qu'ils ne sont plus payés chaque semaine comme en Angleterre. C'est vrai que là, vous posez une question qui est une réelle problématique. Le moment où nous lançons la Fédération internationale de football vétéran, il y a quelques années, en fait, on l'avait fait, à la base, on partait sur des petits tournois vétérans qu'on organisait en Europe et comme je vous l'ai dit, c'est d'abord des passionnés. Et ça, j'insiste souvent sur ce terme. C'est que c'est d'abord la passion, en fait. C'est pas parce que les gens sont passionnés que vous pouvez retrouver un ancien footballeur professionnel, amateur, avec un médecin, parce qu'ils sont déjà vétérans, ils ont un certain âge. En passant ces 35 ans chez nous, au moins, c'est des gens qui sont souvent établis déjà dans la société. Ils peuvent donc... Zlatan et Ronaldo nous en diront. Bon, tout à fait, c'est vrai. Et il faut noter aussi que c'est des joueurs qui ne sont pas licenciés, qui n'ont pas de licence FIFA. Donc, on a fait effectivement ce constat que il y avait du potentiel dans cette personne passionnée. Et alors, on a dit, on ne va pas regrouper les gens seulement pour jouer au football, parce qu'ils ont joué au football pendant de longues années. Toute leur vie. Pour certains. Certains, toute leur vie, ont peut-être mis de l'argent dans le football, ont soutenu le football, étaient des supporters, allaient tous les week-ends au stade. Alors maintenant,
il faut trouver des mécanismes pour que nous apportons des solutions à la jeune génération. Parce que chez nous, ce qui est important, c'est l'héritage que nous allons laisser. Nous sommes en train de travailler sur des projets d'héritage. On avait commencé à l'époque par des conférences lors de notre week-end, ce que nous appelons aujourd'hui week-end FIF. À l'époque, on l'appelait tournoi FIF, qu'on organisait un week-end en été en Europe. Alors on s'est dit, on va organiser des week-ends FIF. Week-end FIF, pourquoi? Parce que nous allons introduire des conférences débats sur des problématiques réelles de football en activité, parce que nous avions dans nos effectifs des footballeurs qui sortent, qui ont joué, qui ont été professionnels, qui ont eu, pour certains, beaucoup de problèmes de gestion de carrière. Ils vous disent, on a eu des exemples, des gens qu'on a invités, qui ont raconté comment ils brassaient beaucoup d'argent, ils recevaient, ils signaient des contrats, mais à un moment donné, leur carrière, lorsqu'ils ont arrêté, ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient gagné comme argent, ils n'en avaient plus parce qu'il y avait des problèmes de gestion de carrière. Les gens, souvent, se sont fait arnaquer pour beaucoup de raisons. Alors, pour nous, c'était important de commencer à organiser des conférences dessus en invitant les parents des jeunes footballeurs en activité, parce que certains parents, parfois, pensent que je suis papa de football, mon fils joue bien au football. Oui, parce que c'est mon fils, je vais le manager. C'est moi qui dois gérer. Alors, ce n'est pas des choses, ça ne se passe pas comme ça. C'est le football aujourd'hui n'est pas que la passion. Le football aujourd'hui, c'est un métier pour ceux qui le pratiquent. Et alors, tout autour du football, on a développé plus de 20 métiers tout autour. Un footballeur, il faut qu'il soit accompagné par des professionnels. Il faut que le parent sache comment est-ce que je fais, par qui est-ce que mon fils doit être accompagné pour lui garantir une vie après. Aujourd'hui, on développe le football, sport, études. On motive les enfants à ne pas que jouer au football, à aller aussi à l'école pour être capable, parce que la carrière d'un footballeur, certains, il y a des exceptions, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Cristiano, Zlatan et autres qui à un certain âge continuent à jouer, mais beaucoup d'entre eux, à 35 ans, ne peuvent plus. Mais à 35 ans, on a toute une vie devant soi. Il faut pouvoir être préparé pour cette nouvelle vie-là. Donc, nous organisons à la FIF des conférences sur des thématiques avec des spécialistes. On fait des conférences sur la gestion, des gestions financières, où cette année, par exemple, lors de notre week-end FIF à Berlin, nous allons parler du soft power dans le sport, notamment principalement le football, là où le Rwanda, on aura un exemple, le Rwanda, le pays où nous sommes aujourd'hui, et le Qatar. C'est des pays typiquement qui ont développé le soft power. Et c'est ça qui permet, on voit bien comment le Rwanda avait cette magie de visite au Rwanda, ce que ça apporte pour ce pays. On voit bien comment le Qatar a fait pour obtenir sa Coupe du Monde, comment ils ont vendu ce projet. Donc pour nous aujourd'hui à la FIF, c'est au travers de ces vétérans, au travers de ces passionnés, en fonction des formations que les uns et les autres ont, de créer un écosystème qui va permettre de pouvoir créer de la valeur ajoutée aux différents États, d'abord africains, parce que nous sommes fiers souvent de le dire, que c'est d'abord un produit africain qui se veut mondial, apporter des solutions où on a constaté simplement qu'il n'y en avait pas. Patrick, j'aimerais vous poser, il y a quelque chose de très important que le président vient de dire. Il y a déjà l'initiative de la FIFA d'avoir le football qui rime avec études pour nos jeunes enfants. Mais Patrick, soyons honnêtes, la plupart des enfants qui ont réussi au football, en Afrique notamment, c'est des enfants qui viennent des familles modestes. Ils y vont avec des rêves, pour porter des rêves, pour amener des familles et des familles là où il y avait du désespoir. Alors, Pat, comment aujourd'hui on explique à l'enfant qu'il faut être bon à l'école et aussi être bon au football? C'est tout d'abord un problème d'éducation. On est dans une forme de politique, on est dans celle de la famille, savoir ce que l'on veut devenir, savoir ce que la prochaine génération
nos enfants savoir ce que l'on on veut en faire. Vous savez, moi je suis père de famille, j'ai parmi mes 3 garçons le troisième qui est plus doué que ses frères et qui veut jouer au football. Bah, il est à l'université. Il peut jouer au football. Il joue au football, mais il est à l'université. Peut-être il fera carrière et peut-être pas. S'il ne fait pas carrière, il a une base, il a un socle sur lequel se reposer pour continuer sa vie. S'il est footballeur et qu'il s'arrête à 30, 35 ans, il lui restera, peut-on lui souhaiter, 50, 60 années à vivre. Et il faudra bien qu'il ait de quoi subsister. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on joue 15 ans au football qu'on est riche derrière. Il y a des footballeurs qui font une quinzaine d'années, mais tout le monde n'a pas les émoluments des stars que l'on va citer assez facilement. Donc il faut savoir penser à tout ça. Maintenant, c'est vrai que la problématique pour beaucoup d'Africains, c'est de travailler le matin pour se nourrir le soir. Et si on arrive à avoir un footballeur, cette réalité peut changer. Est-ce qu'il faut absolument pousser l'enfant vers cela? Ça semble être oui comme réponse, comme évidence, mais maintenant il y a peut-être un peu trop de pression qui peut arriver et des déviations tant pour les parents que chez l'enfant, chez le footballeur. Monsieur Hervé, oui. Oui, je pense que en fait, il faut aussi, et c'est l'intérêt de toutes ces conférences, c'est qu'en fait, l'exemple que vous citez est un exemple qui est réel, mais il est aussi réel pourquoi? Parce que dans les pays européens et aux États-Unis, on peut combiner les deux. Pourquoi? Parce qu'ils font des générations d'âge. Donc en fait, sur la même année, vous avez des gamins qui vont à la fois à l'école et qui font du foot. Nous, comme on a des générations de niveau, ça signifie, je prends un exemple, des gens arrivent, je sais pas, nous on va dire au collège, donc la première classe de collège qu'on appelle 6e ou bien first class, je sais pas comment ça s'appelle ici. Vous avez des gamins qui peuvent déjà avoir 3, 4, 5 ans d'écart. Donc les plus petits, les plus jeunes, ils sont mis au premier banc à l'école. Ouais. Donc en fait, on estime logique qu'ils savent, et puis ils savent, ils sont premiers et tout. Mais quand ils vont sur les terrains de foot, qu'ils jouent avec leurs camarades de classe, ils ne peuvent pas. Donc du coup, on rentre dans un cercle où on a le sentiment que le foot rime avec des gens qui ne sont pas bons à l'école. Alors qu'en réalité, si ces gamins jouaient avec des gens qui avaient la même taille, le même poids, peut-être qu'ils progresseraient. Il y a un champion du monde français, Robert Pires, 1998. Il a joué dans la ville où j'ai fait mes études, à Reims. Et tous disent qu'avant 15 ans, personne ne pouvait penser qu'il serait un bon footballeur. Mais après, il a une poussée de croissance. On savait très, très technique, mais il était tout frêle. Après, il a une poussée de croissance et il est devenu le footballeur professionnel qu'on connaît. Donc, je pense que dans la réflexion, il n'y a pas de choses absolument inévitables et figées. Et effectivement, il faut réfléchir et travailler. Parce qu'en même temps, par rapport à ça, on voit des exemples qui marchent, mais dans d'autres sports. Par exemple, vous avez cité les États-Unis tout à l'heure. On voit les plus grands basketteurs sont passés par les collèges, les universités, mais les cas ne sont pas aussi nombreux au football. Soccer Non, j'ai dit au football, pas au soccer, football comme on l'appelle en Amérique, mais chez nous, et même en Europe aussi, aux États-Unis, on voit la plupart, ils passent par les universités, et c'est même là où on va les chercher. Oui. Mais au foot, on ne va pas chercher les bons footballeurs dans des universités ou dans des... Aux États-Unis, ils ont le sport des jeunes, c'est un sport scolaire et universitaire. Donc après, ils partent chercher. Ils ont un mode de fonctionnement qui fait du sport professionnel un business, et puis du sport amateur un autre, et qui se communiquent à travers un certain nombre de choses. Maintenant, en Europe, par exemple, en Allemagne, les footballeurs allemands sont beaucoup plus formés que les autres. Par exemple, en Allemagne, un enfant ne peut pas signer un contrat professionnel avant 18 ans, sauf exception de... Enfin, il faut un certain nombre de conditions importantes. Maintenant, là où vous avez effectivement raison, c'est que les footballeurs, pas seulement en Afrique, viennent souvent des familles modestes. Donc, quand vous commencez à avoir des petits salaires, 3 500 €, 4 000 €, 5 000 €, c'est souvent plus élevé que ce que vos parents gagnent. Donc effectivement, il y a tout ce travail à refaire. Mais c'est aussi pour ça que dans tous les pays aujourd'hui, et la FIFA fait le même travail, on essaie de valoriser la double formation, la double compétence. Et je pense qu'il faut y arriver. Et je le fais volontairement
D'autant plus que les premiers footballeurs africains qui ont évolué en Europe, c'était des footballeurs qui étaient plutôt lettrés. Aujourd'hui, je le dis comme ça parce que ça fait partie des personnages dont j'aime bien parler. Eugène Djoléa, qui était un footballeur d'origine camerounaise, est l'homme qui a créé le syndicat de football l'UNFP, qui est à la base du contrat à temps qui permet à ces jeunes, enfin les jeunes, il n'est plus très jeune, mais ils étaient jeunes à cette époque, d'arriver et de négocier des contrats à temps, si bien qu'une bonne performance se permettait de mieux négocier. Et qui fait qu'aujourd'hui, ces combats ont amené aujourd'hui des Samuel Eto'o, des Neymar, des Mbappé à gagner. Voilà, alors qu'avant, ils étaient obligés de jouer pour le club qui les avait formés jusqu'à 35 ans. Donc vous voyez bien que les Africains ont participé à l'évolution du sport, ont participé à ce que les footballeurs aient de meilleures conditions, et pendant ce temps, ils faisaient des études. Mais s'ils ont participé à cette évolution-là, mais les premiers fruits, en tout cas, ce ne sont pas les Africains qui les ont en tout cas goûtés. Monsieur le Président, je reviens à vous. Il y a c'est vrai, la partie, quand on parle foot, c'est d'abord le terrain, le tapis vert, comme on dit. Mais lorsqu'on parcourt votre programme, il y a d'autres activités Tout à fait. qui ne se passent pas forcément sur terrain. Tout à fait. C'est une période qui s'étend sur une dizaine de jours. Tout à fait. Avec d'autres activités. Explique-nous un peu pourquoi avoir d'autres activités et qu'est-ce que ça apporte comme un plus à la compétition sur terrain. En fait, comme je vous l'ai dit, la particularité en fait de cette fédération, c'est que les passionnés de football ne sont pas que des anciens footballeurs. Donc vous avez aujourd'hui des professeurs d'université, des ingénieurs, des entraîneurs de football qui entraînent des clubs en Europe, en Afrique, qui sont membres de cette fédération. Donc pour nous, il est question de valoriser au-delà du jeu qu'est le football, de mettre en valeur toutes ces différentes compétences. C'est pour ça que cet événement que nous allons organiser pendant une dizaine de jours, il y aura aussi un forum business économique parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, lorsque je viens au Rwanda la première fois, je rencontre un chef d'entreprise qui est celui de, sans publicité aucune, qui fait les téléphones au Rwanda, qui est un téléphone africain. Alors, je vois comment l'Afrique a du potentiel. Et nous avons en Europe aujourd'hui, dans nos différentes délégations, des compétences qui peuvent contribuer à permettre à ces entreprises africaines de conquérir le marché mondial. Donc c'est pour ça que nous allons organiser pendant cette période un forum économique qui nous permettrait de mettre en relation des porteurs d'affaires, des personnes qui ont des choses à proposer pour le continent. Ce sera donc aussi un échange pour que tout ceci puisse permettre, parce qu'il est question, comme je vous l'ai dit, que nous laissons un héritage. Et pour laisser un héritage, il faut déjà qu'on soit connecté, qu'on échange nos compétences. Les Africains, pendant de longues années, souvent, n'ont pas des partenariats. Sud-Sud doivent être de plus en plus développés. Nous prônons en fait cette dynamique, que des échanges se fassent entre des Africains, pas seulement entre Europe-Afrique ou bien Asie-Afrique, mais que même entre des Africains, parce qu'aujourd'hui, il y a de la matière grise, il y a des personnes qui peuvent aider, et dans un pays comme le Rwanda, où il y a une dynamique politique aussi qui accompagne ça, c'est pour ça que ce sera un programme qui va associer pas seulement le football, mais aussi un forum économique, un forum touristique aussi, parce que les gens viennent, c'est en été, nous avons choisi cette période, c'est une période de vacances, très souvent un peu partout dans le monde, donc ça permettrait aux gens de venir découvrir, parce que certains regardent à la télé, mais il faut venir voir sur le terrain, que ce ne soit plus seulement des images qu'on voit à la télé, qu'on vienne découvrir le Rwanda, le tourisme au Rwanda, ce que propose le Rwanda. Voilà. C'est très important lorsque vous parlez du Rwanda. Il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu le conseil exécutif de la Confédération africaine de football qui s'est tenu au Rwanda, à laquelle personnellement j'ai participé. Il y a le président de la FIFA qui était également présent. On a évoqué
la collaboration étroite qui doit exister aujourd'hui entre les instances politiques et les instances du football. Cela n'a pas été le cas il y a quelques années, notamment quand vous jouiez, M. Mboma. Aujourd'hui, est-ce que vous avez senti, avez-vous souffert, si pas vous personnellement, mais des équipes nationales ou de clubs, ou en tout cas les gens du football, ont souffert du fait que la politique ne pouvait pas agir, même pour de bien, par rapport au football? Ce serait prétentieux de vouloir refaire le monde et de dire qu'à partir de maintenant, il y aura toujours de bonnes relations entre la politique et le sport. Bien entendu, j'en ai souffert et j'ai connu moult exemples de joueurs, de fédérations, de présidentes de fédérations qui ont souffert de ce mauvais mélange. Mais il doit exister ce rapport entre la politique et le sport, entre les politiques et le sport, pour la bonne et simple raison que pour développer le sport, il faut avoir un chemin. Et le chemin est souvent dressé par les politiques parce qu'il y a notamment un besoin infrastructurel évident. Il y a un besoin de regrouper des populations, un besoin évident. Ce sont des jeunes scolarisés, ce sont de moins jeunes, ce sont des entreprises, parce qu'il y a un football d'entreprise qui peut être organisé. C'est pas parce que la FIFA arrive avec un football vétéran que tous les maux s'en iront d'une seconde à l'autre. Il faudra bien entendu chercher à évoluer et utiliser les meilleures pratiques pour que tout se développe au mieux. L'avantage de la FIFA aujourd'hui, c'est de partir sur un sport déjà que tout le monde connaît, mais un socle qui est connu. Les erreurs qui sont faites dans différentes structurations du football, que ce soit au niveau de la FIFA, que ça va au niveau du foot d'entreprise que je vous citais, du football des jeunes, tout ce que l'on veut, ce sont des choses sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer pour éviter de commettre des erreurs. Mais on a une Vous refaites un peu le monde du football à votre manière? Oui, il faut le revoir, puisque de toute façon, on revoit l'utilisation du joueur. C'est-à-dire que le joueur devient un joueur de plus de 35 ans. Donc avant, on se dit qu'il faut à peu près arrêter de jouer. Je ne parle pas que du monde professionnel, loin s'en faut, parce que le problème avec ma participation dans cette réalité, c'est qu'on ne regarde que le côté professionnel de la chose. Mais je rappelle que j'ai été un footballeur amateur et que je joue aujourd'hui dans des quartiers, dans des salles, parfois aussi sous de belles affluences. J'ai encore cette chance-là. Mais je ne suis plus un footballeur professionnel. J'ai des problèmes aux genoux, j'ai de l'embonpoint. la réalité du football vétéran. Voilà. Juste en parlant du football, je veux poser une question très, très personnelle, mais c'est vrai en réalité avec ce que nous disons ici aujourd'hui. Nous assistons de plus en plus à une certaine volonté affichée, en tout cas, de la part des anciennes gloires du football, à pouvoir, entre guillemets, ils veulent reprendre le pouvoir qu'ils estiment avoir perdu ou qui leur a été confisqué pendant plusieurs années. Plusieurs anciens du football, du foot partout en Afrique, ils veulent venir aux affaires, récupérer, entre guillemets, les fédérations, ce qui leur appartient, leur bien à eux, parce qu'ils estiment comprendre et connaître les problèmes, les réalités du football. Je peux juste dire, parce que il faut justement, je pense que, juste avant qu'ils ne parlent, c'est volontaire, mais en réalité, oui, c'est leur monde. Pourquoi? C'est qu'en fait, le football s'est professionnalisé durant ces, allez, on va dire, 30 dernières années, ou au moins 20 dernières années. Et il a des années-lumière de ce qui se passe dans les pays. Les administrateurs du foot ne peuvent pas connaître le foot autant que les footballeurs qui l'ont pratiqué au plus haut niveau. Maintenant, il ne faut pas, et c'est ça qui est malheureux, qu'il y ait des antagonismes entre
les footballeurs et les administrateurs. Donc chacun doit savoir tirer le meilleur de l'autre. Un peu ce que nous on essaie de faire à notre niveau, mais c'est un peu ça. Je ne pense pas que les footballeurs remplacent les administrateurs. Les footballeurs reprennent juste la place qui était la leur et derrière laquelle on les avait écartés parce qu'ils ne savaient pas, grosso modo, comme on avait dit tout à l'heure, c'est ceux qui n'avaient pas réussi. Mais M. Mboma, ici présent, a deux masters. Parce qu'un master par le sport, parce qu'un diplôme d'entraîneur, c'est l'équivalent d'un master, plus un master par l'école. Peut-être il va nous parler, je sais que c'est toujours difficile de parler de soi-même. Ah non, je suis le meilleur. Alors, à vous le tapis rouge alors. À vous le tapis rouge. Certainement pas. Voilà. Certainement pas. Ouais. Justement, par rapport à cette question-là, votre regard par rapport justement à ces anciennes gloires du football qui veulent venir ou revenir aux affaires, reprendre le football. En fait, il ne s'agit pas nécessairement de reprendre le football, puisque le football sait jouer, se joue et se jouera. Il s'agit d'avoir une participation plus efficiente dans les affaires du football. Et c'est vrai que souvent, les dirigeants non footeux se retrouvent à prendre des décisions où effectivement ils écartent les footballeurs et ne comprennent pas certains cheminements nécessaires pour la bonne évolution du football. Parce que le football est un sport qui, quoi qu'on en pense, évolue réellement, grandement. Certains footballeurs arrivent et disent, effectivement, il faut que l'on soit là. Ils se sentent lésés? Oui, bien entendu. Mais pas tout le temps. Il y a parfois un football qui est à certaines strates, dans certains pays, dans certaines régions, très bien structuré. On n'a rien à dire par rapport à cela. Mais si on prend l'exemple des footballs africains qui ont du mal à évoluer à l'allure avec laquelle les équipes, elles évoluent, on se dit bien que les dirigeants n'ont pas réussi à suivre cette évolution. Et donc c'est là que les footballeurs disent « je dois apporter ma pierre à l'édifice », mais comprenez qu'un footballeur qui n'a pas fait de la comptabilité ne va pas s'inventer des qualités de comptable. Par contre, on peut chapeauter tous ces métiers en étant, par exemple, président de fédération. J'imagine que vous aviez à peu près ça en tête. Peut-être aussi, on va terminer par avoir... Les gens peuvent se poser la question, OK, on aura des championnats du monde, c'est vrai, on connaît peut-être les profils des gens à peu près qui viendront, des anciennes gloires du football, des arbitres et autres, vous avez cité, mais quand même, il doit y avoir des équipes quand il y a un championnat. Comment est-ce que les équipes sont formées de qui? C'est par continent? Parce que j'ai vu, vous parler de entre 7 et 10 équipes, c'est ça? Non. On a parlé entre 16... entre 16 et 20. Tout à fait. 20 équipes. Alors, de quel continent ou quels sont les critères ou quels sont les formats? Vous choisissez, les gens se regroupent selon quelle catégorie? En fait, il y a des vétérans, c'est une catégorie d'abord, mais maintenant vous avez des légendes et vous avez des équipes de légendes qui se retrouvent très souvent. Vous avez des équipes de vétérans, d'amis, en fait, qui sont constituées. Pour la première édition, nous allons procéder par invitation, ce sera des invitations. Nous allons travailler dès la semaine prochaine avec la Fédération rwandaise de football. Des équipes seront mises sur pied et nous communiquerons sur le format du tournoi. Et en fonction, il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées dans les prochains jours sur le plan administratif des stades que nous allons utiliser et autres. Et ceci, après, nous allons définir. Mais je peux déjà vous dire, ce sera sur invitation pour la première édition, mais tous les pays, le monde sera représenté. Vous pouvez être sûr que vous aurez l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, tout le monde sera à Kigali. Puis demandez à tous les vétérans rwandais, la caméra comme ils disent, tous les vétérans rwandais, vous commencez à vous préparer parce que dans 2 ans, vous accueillerez le monde et il faudra que vous soyez à la hauteur. Parce que je pose cette question, oui. Parce que les gens peuvent se dire, écoute, ça sera...
c'est une compétition pour des noms ronflants. Non, C'était non, pas non, Patrick non, Bouma, non, 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 non. ou de Ça cette doit catégorie. non, ça doit être clair. Ça doit être Voilà clair. pourquoi je C'est pour pose ça la que- question. Oui, c'est bien fait de la poser. Il ne faut pas penser simplement que la compétition est réservée à Patrick Bouma ou à Ronaldo. Si tu n'es pas de la À tranche, Ronaldo. eh bien, tu viens non, pas. c'est comme j'ai dit. Vous avez des gens aussi qui sont passionnés, qui n'ont pas joué au football professionnel, qui n'ont jamais joué au football de haut niveau, mais qui sont passionnés de football. À ceux-là, mais qui ont quelque chose à apporter au football et qui ont même apporté beaucoup de choses au football. Donc cette plateforme va permettre aussi à ces personnes de pouvoir se mouvoir. C'est comme nos week-ends FIF. En passant, je vous invite au mois de juin en Allemagne pour voir un peu comment sont constituées nos équipes. Souvent, dans une équipe de vétérans, vous trouvez un joueur qui a été international, mais vous trouvez aussi un joueur qui n'a jamais joué au football à un certain niveau. Mais ensemble, ils sont dans un même club et parce qu'ils sont tous passionnés, c'est toujours des moments fun. Imaginez tous ces bons joueurs dont on a pu dire, ah, lui, avec un peu plus de sérieux, il aurait pu faire une carrière. Ben, c'est un profil. Je ne dis pas c'est le profil type, c'est un profil de personnes. Imaginons, je ne vous connais pas assez, mais que vous ayez de superbes qualités de footballeur. Vous devenez tout de suite un profil pour cette compétition. C'est bon à commenter le foot. Ah ça, Je suis bon. Parfois, j'extrapole trop. Si on doit mettre dans cette C'est catégorie. très ouvert. C'est très ouvert et on est encore en pleine réflexion, à vrai dire, pour définir les critères précis pour accueillir les futurs joueurs. Pour terminer, ça sera aussi personnel. Patrick Bouma, vous avez passé vos diplômes. Tout à l'heure, on en a parlé. Mais on n'a jamais senti dans vos propos, parce que toutes les semaines, on vous voit à la télé, notamment moi-même et tous les Africains, toute l'Afrique vous voit. On ne vous sent pas très porté vers la carrière d'entraîneur, comme on le voit chez la plupart des anciennes gloires. Pourquoi vous avez décidé de servir le foot autrement? Oui, oui. D'abord, j'ai eu une période où il était impossible de m'entendre parler d'entraîner. Donc, lorsque j'ai terminé ma carrière, j'entendais beaucoup de gens dire il faudrait demain que tu entraînes, il faudrait que tu entraînes. Mais des gens du football, des gens qui avaient une légitimité pour me conseiller. Je suis resté de nombreuses années sans vouloir en entendre parler. Et puis, finalement, je me suis jeté à l'eau parce que certaines personnes ont insisté et je me suis dit, il ne fallait pas mourir idiot, il faut tenter l'aventure. Donc, j'ai passé mes diplômes, j'ai commencé à entraîner et puis j'ai même postulé quasiment 2 reprises au poste de sélectionneur du Cameroun. C'est pour dire qu'à un moment, il y a vraiment eu une vraie intention pour moi de le faire. Mais je pense que j'ai plus suivi la volonté des gens que mon instinct primaire. Et donc, derrière, malgré toute forme de réflexion, j'ai décidé de me servir de cette expérience pour devenir un dirigeant. Et c'est pour ça que j'ai passé d'autres diplômes, un master en gestion et organisation du sport. Et je sais que cette presque expérience, parce que je l'appelle presque expérience d'entraîneur, m'aidera dans la gestion du football, notamment à communiquer avec les entraîneurs. Mais je me vois plus comme dirigeant que comme entraîneur. En tout cas, c'est carré, vous n'avez pas de doute sur ce que vous voulez. C'est très important déjà que les gens suivent déjà votre position par rapport à ce que vous voulez donner au football. Messieurs, je pense que c'est par là qu'on va devoir nous séparer. On aura certainement l'occasion de se revoir avant ce grand jour pour parler de l'évolution et surtout de tout le bien que cela va apporter non seulement au Rwanda mais au continent africain de manière générale. Alors, permettez-moi de vous remercier, Fred Tsiwe, président de la Fédération internationale de football vétéran. Je ne sais pas, vous avez un mot à ajouter? Je vous vois. Naturellement, c'est déjà de vous dire merci, de dire merci au peuple du Rwanda,
au gouvernement du Rwanda, à la Fédération rwandaise de football pour l'accueil du projet, ils nous ont démontré effectivement que tout le bien qu'on pensait d'eux, nous les appelons à s'impliquer. Le projet est ouvert, nous sommes disposés à travailler avec les Africains pour enfin créer, comme je le dis, j'insiste dessus, un produit africain qui va révolutionner le football au travers du football vétéran dans le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également à Monsieur Hervé et également grand merci à vous, Patrick Mboma. Jérémia. Vous êtes aujourd'hui une ancienne légende du football, mais surtout en tant qu'ambassadeur de cette Fédération internationale de football vétéran. Et à vous tous, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, et à mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule propos. Au revoir.